Bonjour à tous, vous êtes sur Cam10 Télévision, bienvenue à cette autre édition du grand débat de ce 21 février 2021. Deux thèmes à débattre et à retenir ce jour, prise à la Fédération camerounaise de football, deux camps s'affrontent. On va parler pour le contrôle de la Fédération camerounaise de football. D'un côté, un camp conduit par le président intérimaire, Seydou Mbombo Ndoya, qui a été confirmé par la FIFA. De l'autre côté, on a le sénateur Albert Mbida, président du comité exécutif provisoire mis sur pied par l'opposition de la Fédération camerounaise de football. Les deux camps ont tenu chacun de son côté une réunion pour le lancement de la nouvelle saison sportive. Qui tire les ficelles? Que se passe-t-il exactement à la Fédération camerounaise de football? Les protagonistes s'en foutent-ils du président de la République, son Excellence Paul Biya? On se questionne ce matin. La Nigériane Ngonzi Okonjo-Iweala a été élue à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. L'Afrique est donc honorée. Que peut Ngonzi? On s'interroge. Le panel est en place et au complet. Sa Majesté Ondondo, bonjour. Alfred, on se retrouve. Oui, on se retrouve. C'est donc toujours avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve ici. On se retrouve avec mes copanélistes. Je dis également bonjour aux fidèles téléspectateurs. Je crois qu'au bout du compte, nous allons effectivement parler. Mais je voulais quand même intervenir sur un problème qui est en train de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Et c'est le problème des 55 milliards. Je voudrais intervenir de manière spontanée. Allez-y. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse la synthèse des choses. Les 57 milliards pour la finition du complexe du Dolembe. D'accord. Il faut qu'on fasse la part des choses. Le groupe italien qui a gagné le marché Dolembe, qu'on appelle Piccini, Piccini, travaillait donc en collaboration avec une banque italienne qui devait financer, n'est-ce pas, les travaux. Le tout a été prévu à 163 milliards. Le groupe Piccini a travaillé, avait déjà retiré au moment où les problèmes ont commencé 113 milliards. Des caisses? Oui, des caisses. Des caisses. Sur les travaux qu'il avait commencé. Et c'est vrai que c'est ça qui attire, n'est-ce pas, l'attention des autorités camerounaises qui cherchent à mesurer sur les 163 milliards qui ont déjà été tirés. Parce que n'importe comment, c'est le Cameroun qui devra payer cette addition après à la banque. Puisque San Paolo, qui est une banque italienne, a travaillé avec une entreprise italienne. Alors on a vu que il n'y avait pas une certaine adéquation entre l'argent déjà tiré, 113 milliards, et l'avancement des travaux. Donc dès lors que le problème est posé comme ça, le groupe Piccini, après avoir déjà tiré 113 milliards, demande un avenant, un supplément de 28 milliards. Parce qu'ils disent que il y a des travaux qui n'ont pas été contractualisés, qui vont leur coûter cher. Et c'est sur ces problèmes que le Cameroun décide de leur donner 4 milliards. 4 milliards, ils prennent 4 milliards, mais ils ne reprennent pas les travaux. C'est donc sur ces entrefaites que le groupe Magil, le groupe canadien, Magil, oui, Magil, c'est ça, entre en action. Et décide que avec le gouvernement camerounais, on décide que on peut, n'est-ce pas, si vous pouvez aider, n'est-ce pas, le gouvernement à réaliser ces travaux, vous allez effectivement tout reprendre. Donc ça veut dire qu'au moment où il y avait donc des problèmes, sur les 163 milliards, c'est 113 milliards qui avaient déjà été décaissés. Qui avaient déjà été décaissés. D'accord. Donc maintenant, Magil reprend donc effectivement les travaux. C'est donc tout à fait normal que le reste, donc les 50 milliards et plus, n'est-ce pas, leur soit concédé au groupe Magil. C'est pour cela qu'il y a donc l'arrivée des 55 milliards. On va revenir, je comprends parce qu'on mélange tout. Parce que vous êtes également du RDP. Si on comprend je suis un peu dérangé parce que... Je reviens à vous. Parce que j'aurais souhaité effectivement que ceux qui ont charge de ça s'expriment de manière ouverte devant l'opinion publique nationale et internationale. On revient parce que pour ne pas que la confusion persiste. C'est quand même l'actualité, Sa Majesté. Hassan Fouapon, bonjour. Bonjour Alfred,
Comment vous allez ce matin? Non, je vais très bien. Bonjour à mes copanélistes et surtout bonjour à nos millions de regardeurs, à nos millions de visionneurs. Je sais pas s'il faut, parce que Sa Majesté a... Allez-y. Hein, oui, parce que là, je pense qu'il faut quand même lui rappeler que on ne va pas rentrer dans l'histoire de Piccini. Il faut venir, il faut simplement dire que le projet, la pose de la première pierre du stade de l'Embe a été faite depuis 2009. Et le projet était censé être livré après 3 ans. Nous sommes aujourd'hui à 12 ans. Plus de 12 ans plus tard, le projet n'est pas livré. On ne fait que proroger les délais de livraison et l'argent ne fait qu'être dépensé pour ce projet. Rappelons quand même que lorsque McGill a été sélectionné, il avait carrément dit qu'il n'aurait pas besoin de fonds du Cameroun pour finaliser les travaux. Mais à un moment, lorsqu'il était coincé, il a demandé 17 milliards. Mais d'où viennent donc les 55 milliards? Quelqu'un demande 17 milliards et on débloque 55 milliards. Rappelons quand même que 55 milliards, c'est un endettement du Cameroun auprès des partenaires anglais et français. Bon, finalement, on ne comprend pas. Est-ce qu'on n'est même pas sûr qu'en 2022, au moment où le Cameroun va recevoir la CAN, le complexe, parce que c'est un stade, le complexe sportif de l'Embe sera livré. Donc je pense sincèrement qu'il faut qu'on arrête de vouloir justifier l'injustifiable et que finalement on livre le complexe sportif de l'Embe. C'est ce qu'on souhaite. Hein. Tous les Camerounais souhaitent voir et regarder ce complexe sportif de l'Embe, baptisé le stade Paul Biya de ce côté-là. Dominique Messanga, bonjour. Bonjour, monsieur Alfred Bokolo. Bonjour à Sa Majesté. Bonjour à mon frère et ami Fouapon. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs. Croyez-moi, j'ai expérimenté le regard du peuple camerounais sur cette émission. Elle est vraiment très regardée. Donc, je salue chaleureusement tous ces millions de téléspectateurs-là qui nous regardent et qui accordent du crédit à cette chaîne qui est très montante. Merci. Vous voulez rebondir ou bien? Évidemment, parce que Sa Majesté, qui est un grand frère que je respecte, a dit beaucoup de choses ici, ma foi, qui me feront peut-être tomber à la renverse. Vous savez, à un moment, lorsque j'entrais dans les mouvements sociopolitiques et de la société civile, j'avais vraiment contre M. Paul Biya. C'est pas que je ne le tiens plus responsable d'un certain nombre de malversations. Il reste responsable, mais j'estime que il y a un groupuscule d'individus. Ça, je commence à comprendre ce qu'on appelle un système. Donc, c'est-à-dire que M. Paul Biya est le maillon d'un système qui lui-même le tient. Vous voyez, les gens savent que le président de la République, M. Paul Biya, tient au complexe qui portera son nom. Ils le savent. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui porte mon nom, qu'on appelle Msanga Yamding, qui a théorisé ce qu'on appelle coup d'état scientifique. Je suis de plus en plus adhérent de cette théorie. C'est-à-dire qu'il y a des individus dans ce pays qui ont tout fait de casser le président de la République, soit en coupant l'électricité en plein match, soit en bouffant l'argent n'importe comment, en détournant l'argent, parce qu'ils savent. Même on va parler de l'Africa Foot tout à l'heure, même ce qui se passe de ce côté, dans le football en général, est de nature à attirer l'attention du peuple, à inciter le peuple à se soulever. Vous ne pouvez pas, monsieur Alfred Bokolo, expliquer ce qu'il explique là. Parce que si on a 163, la vérité c'est que les 163 milliards ont été débloqués. Ce n'est pas 113 milliards. Ils ont été débloqués. Et lorsqu'on a construit, on n'a pas eu... Est-ce que tu as les preuves? Vous avez fait plusieurs communications. Ceux qui ont en charge le dossier disent que c'est 113. On va peut-être revenir très rapidement. Je voulais pas... Et c'est là la nuance. Sa Majesté. Nous sommes tous d'accord. Non, attendez. Sa Majesté, vous allez prendre la parole. Je vous en prie. Je reviens à vous. Le temps, n'est-ce pas, de prendre le round-up de l'actualité nationale qui s'est déroulée durant la semaine. Je vous en prie, cher monsieur. On se retrouve juste derrière. Je sais que ça va aller très vite entre vous. On prend, n'est-ce pas, le round-up et puis on se retrouve juste derrière. À tout de suite.
Round-up. L'actualité s'est ouverte cette semaine par une note triste. 3 chefs traditionnels ont été assassinés la nuit de samedi à dimanche à Esso-Ata dans le département du Libya-Lem, région du sud-ouest. Cet acte odieux est attribué aux sécessionnistes et réprouvé par des élites locales et la nation tout entière. Les recherches sont d'ores et déjà lancées pour retrouver les auteurs de ce crime, apprend-on. En économie, on parle du port autonome de Douala. En fonction depuis le 2 janvier 2020, en remplacement de International Terminal, filiale de Bolloré, la régie du terminal à conteneurs du port de Douala, dont son bilan présenté le 15 février 2021, revendique des résultats on ne peut plus satisfaisants. Malgré que les batailles judiciaires entre les deux protagonistes se poursuivent, les clients se disent satisfaits du service de la RTC. Aussi, dans son enquête, notre confrère de la presse écrite, Diapason, constate au sujet des boissons frelatées au Cameroun que, depuis 2014, date de signature d'un arrêté conjoint entre les ministères du Commerce, des Mines et de la Santé, qui rendait obligatoire l'application des normes sur les boissons spiritueuses, rien n'est fait 7 ans plus tard. Une situation qui classe le Cameroun parmi les pays où la moitié des liqueurs consommées sont des produits de la contrefaçon. Dans l'Ombamé-Noubou, région du centre, l'on apprend qu'un conflit foncier de plus de 10 000 hectares aiguise les appétits. En effet, c'est un nébuleux projet de production et transformation du cacao qui suscite déjà les polémiques de ce côté. En sport, football, porté à plus de 218 milliards de francs CFA, l'opinion estime que l'endettement contracté par l'État du Cameroun pour l'achèvement des travaux du complexe sportif d'Olembe relève simplement de, je cite, la honte ou la plus grosse arnaque du siècle. Fin de citation. Les uns et les autres ne comprennent pas pourquoi l'État du Cameroun s'endette à nouveau afin d'injecter 55 milliards de francs CFA pour l'achèvement des 10 travaux, lesquels ont déjà coûté plus de 100 milliards aux contribuables. D'ici à là, la question reste d'actualité. Voici, chers téléspectateurs, l'essentiel des faits qui ont marqué cette semaine qui rentre en gare. Des faits qui seront vus et revus par les panélistes du grand débat. Bon débat et merveilleux dimanche. Merci à vous, Roland Until, pour cet élément très élément édificateur. On va rester avec vous, hein, Sa Majesté, pour parler justement de ces 55 milliards de francs CFA concernant le complexe sportif d'Olembe. Le Messager, on a vu, hein, le Messager qui titrait tout à l'heure, n'est-ce pas, la plus grosse arnaque du siècle.
Je vous passe la parole parce qu'avant de prendre l'élément, vous aviez la parole. Oui, disons que la clarification mérite d'être faite. C'est ce que attendent tous les Camerounais, y compris moi-même. Mais les premiers éléments que nous avons en main, font état de ce que le groupe Piccini avait déjà tiré 113 milliards, je l'ai dit. Et le contrat s'est arrêté là, avec eux. Le groupe Magil, maintenant, qui entre en jeu, doit effectivement être rentré en possession, n'est-ce pas, de l'argent le moment venu. Sur les 55 milliards, la contrepartie qu'on demande au gouvernement camerounais, c'est 15%. C'est l'objet, n'est-ce pas, du décret que le président a eu à sortir un décret où la contrepartie camerounaise qui était de 7 milliards, 5 était prêt sur les 55 milliards qui doivent, n'est-ce pas, permettre de terminer les travaux du complexe sportif de Lembe. C'est embêtant parce que une entreprise gagne le marché, elle n'arrive pas au bout. Et des problèmes sont posés et tout le monde sait que le peuple tient à ce que le stade soit prêt, y compris le président de la République. Donc le gouvernement est donc obligé de se débrouiller pour contractualiser avec une autre entreprise qui vient avec un langage effectivement bien mielleux. Bon, mais ils ont quand même commencé les travaux, ils ont continué les travaux comme ils ont continué les travaux. Moi, je crois que la sagesse, dans ces conditions, nous demande effectivement qu'on puisse, n'est-ce pas, faire le compte de tout ce qui s'est passé à la fin des travaux, parce que comme chaque fois qu'il y a effectivement sorti d'argent, quelle que soit l'administration, quelle que soit la gestion qui en est faite, il y a, n'est-ce pas, un audit complet qui doit être fait, un contrôle complet qui doit être fait, et à partir, n'est-ce pas, de ce contrôle complet, de cet audit complet, n'est-ce pas, les responsabilités pourront être tirées s'il y a eu effectivement des rapages financiers. Moi, je crois que jusqu'ici, il faut dire que les travaux avancent. Il ne faut pas décourager le gouvernement. Il faut laisser le gouvernement faire. Et s'il y a audit, c'est effectivement sur ce même gouvernement que l'audit va se faire, le contrôle sera fait. Tous ceux qui auront eu à gérer ça, parce que il faut être clair, hein, ceux qui auront eu à gérer ça, il y aura audit, hein, il y aura contrôle. C'est clair. Bon, donc moi je crois qu'il faut laisser qu'on aille, n'est-ce pas, jusqu'à la fin des travaux, que le complexe finisse. C'est vrai que le complexe est fait sur un hectare sur une superficie de 35 hectares. Le complexe, il n'y a pas que le stade, il y a des salles de cinéma, il y a des piscines, il y a des routes, il y a des hôtels, il y a un hôtel. Donc je crois que toute proportion gardée, il ne faut pas que nous puissions paniquer. Il faut garder son sang-froid et que nous avons commencé à avoir des infrastructures sportives modernes. Il faut donc que toute proportion garder, que nous puissions garder notre calme et qu'on attende effectivement un certain nombre de choses, n'est-ce pas, avant de réagir négativement. D'accord. Hassan, vous avez parlé un peu de cette histoire, de ces travaux qui traînent depuis plus de 12 ans aujourd'hui. Le peuple doit quand même être informé à chaque fois qu'il y a décaissement d'argent, parce que c'est quand même aussi l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable et je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de Sa Majesté et des communicants du RDPC qui veulent nous ramener toujours à Piccini quand on leur parle de 55 milliards qu'on a débloqués maintenant. En réalité, qui donne le marché à Piccini, qui retire le marché à Piccini. Je pense que depuis le jour où il y a eu retraite de la CAN 2019 au Cameroun, les responsabilités devraient être faites. Et normalement, ceux qui ont empêché que les chantiers soient livrés afin que le Cameroun accueille la CAN 2019 aurait dû être débarqué. Mais malheureusement, ce sont les mêmes qui continuent de conduire les projets et ce sont les mêmes qui seront encore appelés à gérer ces 55 milliards qu'on vient de débarquer, qu'on vient de débloquer. Bon, on se pose donc effectivement la question de savoir quelle est l'intention qui se cache derrière cela. Je ne veux pas tomber dans ce piège qui consiste à vouloir justifier l'injustifiable. Nous sommes on a l'impression d'être là dans quelque chose d'irrationnel, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme si on servait de la viande à garder à des gens qui sont déjà connus comme étant des voleurs de viande. Excusez-moi l'expression, mais je pense que c'est effectivement cela. Et à la lueur où on va, tenez-vous tranquille, on a bien peur que
jusqu'en 2022, le complexe ne soit pas totalement livré. Parce que voilà encore 55 milliards qui sont placés en tant que des mains des gens qui ont prouvé qu'ils ne sont pas capables de gérer à bon escient l'argent public. D'accord. Dominique Messanga, au-delà de ces 55 milliards de francs CFA, évidemment, le peuple attend ce complexe avec impatience. Oui, justement, j'étais d'entrée de jeu ici, en train de dire, pour excuser la tautologie, que c'est justement la raison pour laquelle on sait que le peuple a besoin de ces stades. On sait que le chef de l'État a besoin de ces stades. Pour le Cameroun de traîner avec un chantier depuis plus de 12 ans aujourd'hui. Mais évidemment que c'est une honte. Sauf que chez nous, comme le disait un célèbre philosophe camerounais, on a normalisé les cas. Vous voyez? Parce que vous ne pouvez pas, même si j'entre dans le raisonnement de Sa Majesté, il reste absurde et il reste honteux. C'est-à-dire qu'à supposer même qu'on a débloqué 113 milliards. Lorsque vous regardez l'investissement sur le terrain, est-ce que ça vaut 113 milliards? Lorsqu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, on construit un stade à peu près du même acabit à sensiblement 60 milliards. En Tunisie, 55 milliards. Au Gabon, les téléspectateurs peuvent fouiller avec les mêmes routes. Vous croyez qu'en Côte d'Ivoire, on a construit un stade et il n'y a pas de pénétrante pour ce stade-là? Parce que lorsqu'on nous pompe l'argument des routes ici, on donne l'impression que ailleurs on construit des stades uniquement le bloc stade. Non. Ailleurs, ça va avec tout l'environnement, les boutiques, un certain nombre de choses, des coins de divertissement. C'est ça qu'on appelle le stade. Le stade, ce n'est pas les gradins et la pelouse. Quel que soit le stade, allez en Tunisie, allez en Égypte, partout, vous verrez exactement la même chose. Donc si on est à 113 milliards, ça signifie qu'il y a même un problème. Et si on ajoute les 55 milliards pour construire un hôtel de 4 étoiles, pour construire une piscine olympique et tout ce qui va avec, ça signifie que le budget a été énorme. Même si je reste, et je le dénonçais déjà à l'époque, même si je reste sur les 163 milliards, c'est énorme. C'est énorme dans ce pays. Vous savez, on a eu au cours de cette CAN des gens qui ont acheté des 4x4 tapis au ministère juste pour visiter les chantiers de la CAN. Je crois que la presse a soulevé cela au grand jour. Lorsque vous faites des dépenses comme celle-là, vous ne pouvez vous attendre qu'à un grand budget. Donc, Sa Majesté, j'ai un profond respect pour vous, mais ce que vous dites, même si vous prenez l'affaire du complexe Olembe sous quel angle, cette affaire ne peut pas être explicable, ne peut pas être justifiable devant l'opinion publique. C'est un gros scandale qu'il va falloir éclaircir. Il va falloir que les responsables se tiennent devant la justice. Il va falloir qu'ils expliquent au peuple camerounais comment est-ce qu'on a d'abord attribué le marché. Est-ce que le marché, est-ce qu'on a eu un appel d'offres normal à l'international? Est-ce que le marché s'est fait de gré à gré? Parce que si le marché s'est fait de gré à gré, c'est encore un grand scandale. Comment est-ce qu'un marché à hauteur de centaines de milliards peut se faire de gré à gré? Si on en est là. Donc il faut étudier tous ces aspects de la chose pour mieux comprendre l'environnement dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et pourquoi certains veulent, sans le dire de face, enlever M. Paul Biya. Parce que faire des malversations comme ça, c'est attaquer le pouvoir du chef de l'État, c'est le fragiliser, c'est soulever le peuple contre M. Paul Biya. C'est une vérité. En tout cas, on n'en a pas besoin. Le Cameroun n'a pas besoin de ce soulèvement. Hassan, aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu de la contrefaçon. Le ministre du Commerce a fait éruption, je vais utiliser le terme ce matin, du côté de l'ONCAC. Et puis, il est tombé sur la contrefaçon des liqueurs. C'est un gros problème, c'est un réel problème encore pour notre pays parce qu'on ne sait pas ce qu'on consomme justement dans les snack bars et puis restaurants. À côté de la contrefaçon des liqueurs, il faut voir la contrefaçon peut-être du riz, la contrefaçon d'autres produits de consommation et la contrefaçon dans le domaine de l'art qui, à mon avis, plombe énormément l'économie camerounaise, qui empêche que ceux
qui ont des industries reconnus et qui payent les impôts puissent véritablement vivre de leurs entreprises. La contrefaçon, il faut le dire, n'a pas simplement de conséquences économiques, mais a aussi des conséquences même sur le plan de la santé. Parce que lorsque vous asseyez dans un snack et que vous consommez un whisky sans connaître quelle est son origine, c'est votre santé qui est ainsi mise en danger. Je pense qu'au-delà de l'ONCAC, le ministre devrait faire une incursion dans plusieurs autres snacks, dans plusieurs autres boîtes, et il va se rendre compte effectivement que les Camerounais consomment à longueur de journée des liqueurs véritablement frelatées. Et là, c'est l'œuvre, il faut le dire, des capitalistes qui se soucient simplement de gagner l'argent sans s'inquiéter de l'impact de leurs actes sur la santé des Camerounais. C'est inquiétant, hein, Sa Majesté Ndondon. Disons que nous sommes à une période de vie assez difficile. C'est tellement inquiétant que on ne sait plus ce qu'on consomme là dehors. Il faut peut-être attirer l'attention de tous ceux qui font dans les affaires, de quitter la voie de la contrefaçon, la voie de la malfaisance, pour emprunter, n'est-ce pas, le bon chemin, pour ne pas que les Camerounais non seulement consomment n'importe quoi, et pour que notre économie n'en pâtisse même pas, parce que c'est pas bien si nous avons des hommes d'affaires qui ne font que le faux. Non, on ne peut pas vivre dans un pays où les gens ne font que le faux. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que ça va complètement déliter notre économie. Et il faudrait donc attirer l'attention. Ce secteur. Oui, attirer l'attention parce que nous avons des instruments de contrôle de la contrefaçon ici au Cameroun. Et un département ministériel qui a la charge exclusive de le faire, dans le ministère du Commerce. Et c'est le ministère du Commerce tout court, non? Le ministère du Commerce. Il y a le ministère du Commerce, il y a l'Agence nationale des normes. Oui, l'Agence nationale des normes. Qu'il faudrait redoubler, n'est-ce pas, de travail pour que tout ce qui est consommé soit normalisé. Parce que dans le monde, il y a la norme ISO. Fait que au niveau international, l'OMC a développé une politique internationale où ce qui doit être consommé dans tous les pays du monde, ce qui doit être consommé doit être normé. Ce qui est donc normé n'est pas la contrefaçon. Donc dans tous les pays du monde, l'OMC fait la promotion, n'est-ce pas, de la consommation des choses normées. Ici également au Cameroun, puisque nous avons eu la chance de mettre sur pied la NOR, il faut donc que la NOR et le ministère du Commerce multiplient, n'est-ce pas, les actions, et que la douane camerounaise, parce que il y a aussi ça, la douane camerounaise qui est responsable, n'est-ce pas, de tout ce qui entre au Cameroun. Il faut que la douane camerounaise soit beaucoup plus vigilante, que nos frontières ne soient pas poreuses. Il faut absolument, n'est-ce pas, alerter toutes les autorités qui ont le pouvoir de travailler sur ce que les Camerounais consomment. D'accord. Dominique Messanga, très rapidement, cette contrefaçon ternit l'image de notre pays, ou alors il faut absolument un regard dans le secteur du commerce, comme le soulignait, n'est-ce pas, le consultant tout à l'heure, c'est-à-dire on a du riz qui est contrefait, on a également plusieurs d'autres aliments de consommation qui ne passent pas sans être contrefaits. Oui, honnêtement, Dominique Messanga, en ce moment, en tout cas, c'est même toujours poser la question de savoir à quoi sert véritablement le ministère du Commerce dans notre pays. Parce que moi, je vais d'abord laisser les produits, les liqueurs et autres pour venir très rapidement, dans, on va passer dans le domaine du BTP. Oui. Vous verrez que lorsque vous voulez vous ravitailler en granulat dans une carrière dans notre pays, vous ne serez jamais servi à la hauteur de ce que vous avez acheté. C'est-à-dire que si vous passez une commande de 20 tonnes de gravier ou de 20 tonnes de sable carrière, vous serez généralement servi à hauteur de 16 tonnes ou 17 tonnes. Vous vous posez la question de savoir que fait
le ministère du Commerce pour ralentir ce type d'action? Les syndicalistes du secteur, les syndicalistes protecteurs des consommateurs, quelles sont leurs actions? Est-ce que ces syndicalistes-là sont uniquement présents lorsqu'il faut créer des mouvements, secouer un peu le ministère pour, je sais pas, quelques scrapotins en back-office? Parce que honnêtement, vous achetez une bouteille à gaz qui est censée avoir 12 kg. Lorsque vous pesez, vous avez sensiblement 7 kg. Quel que soit ce que vous achetez dans notre pays, le consommateur au Cameroun est abusé à tous les niveaux. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, cela a un poids sur les hommes politiques et notamment, ça donne la force à ceux-là qui sont dans l'opposition de pouvoir bâtir leur renommée au détriment de nos amis du RDPC. D'accord, merci, merci à vous pour cette actualité, parce qu'on parlait un peu de ce qui a émaillé, n'est-ce pas, l'actualité durant la semaine dernière. On va prendre cette transition pour parler, n'est-ce pas, pour parler du premier thème de ce dimanche. À tout de suite. Retour donc dans ce studio. La première thématique de ce matin, on parle de la crise à la Fédération camerounaise de football qui tire les ficelles. C'est la situation qui prévaut au sein de la Fédération camerounaise de football, inquiète et amène à s'interroger si deux camps ne s'affrontent pas. Ce sont des plaintes et contre-plaintes avec les verdicts du tribunal arbitral de sport que nous servent les acteurs du football au Cameroun. La semaine dernière, Seydou Mbombo Njoya, président par intérim, qui a été confirmé par la Fédération internationale de football, l'association FIFA, et, n'est-ce pas, le sénateur Albert Mbida, qui lui est le président du comité exécutif, ont livré une bataille sans relâche. Comment expliquer et comprendre ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football? Je commence par vous, Hassan. Alors, de manière simple, j'ai aimé, au moment de votre introduction, vous avez parlé de l'opposition à la FECAFOOT. Cela signifie qu'en fait, la FECAFOOT est un État dans un État, qu'il y a un parti au pouvoir et qu'il y a des partis d'opposition qui font tout pour, en quelque sorte, déloger ceux qui sont au pouvoir. En fait, il se passe à la FECAFOOT de manière simple que depuis l'annulation de l'élection de Seydou Mbombo Njoya par le TAS, les choses vont dans tous les sens. Parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs camps qui s'affrontent. Il y a le camp d'Abdourahmane, qui aujourd'hui est devenu le camp du sénateur Albert Mbida, qui a été élu président du comité provisoire par l'Assemblée générale de 2012. Vous avez de l'autre côté le camp de Seydou Mbombo Njoya, qui est considéré aujourd'hui comme un président non seulement mal élu, mais même d'ailleurs un président déchu. Et qui est soutenu dans sa volonté de rester malgré la décision du TAS, qui est soutenu de manière bizarre, de manière incompréhensible par la FIFA. C'est-à-dire, on a l'impression que au-delà du football, au-delà du simple football que nous connaissons, il y a d'autres réalités, il y a d'autres enjeux derrière cette histoire de la FECAFOOT. Je pense qu'il y a forcément, quoi qu'on dise, des forces tapis dans l'ombre. Les vrais acteurs ne sont pas ceux que nous voyons en scène, les vrais acteurs sont derrière. Ils sont dans le monde du football, ils sont dans le monde des affaires, ils sont même dans le monde politique. Il se trouve certainement qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui utilisent cet argent pour nuire. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui ont la capacité de nuisance sont peut-être plus puissants que ceux qui ne peuvent pas nuire. C'est pour cela que les choses n'avancent pas à la FECAFOOT. Il faut vous rendre compte que cela plombe véritablement le football camerounais. Quand je parle du football camerounais, je ne parle pas forcément du football international, parce qu'on va me dire que malgré tout ce qui se passe, on a pu organiser le CHAN, les Camerounais de moins de 20 ans sont en train de remporter avec brio des matchs. Ce n'est pas ça. Moi, je parle du football local. Parce qu'il y a des jeunes dans ce pays qui vivent du football, qui doivent nourrir leur famille parce qu'ils jouent et qu'ils sont payés. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là?
qui, à force de ne pas jouer, risque même de devenir incompétent. Bientôt, on aura encore besoin de sélectionner des joueurs locaux pour un autre championnat africain. Qu'est-ce qu'on va sélectionner si on n'organise pas le championnat? Et laissez-moi vous dire qu'en même temps, pendant que le comité exécutif provisoire remet entre les mains du président de la Ligue professionnelle le droit d'organiser le championnat, le bureau exécutif déchu lui-même annonce une date de rentrée ou bien de relance du championnat, des championnats Elite 1 et puis Elite 2. On est dans une cacophonie. Ça ne fait pas sérieux dans notre pays, Dominique Messanga. Deux camps qui s'affrontent. Est-ce que l'Africa-Foot aujourd'hui est devenu un État dans un État? C'est ce que nous constatons tous avec tristesse, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Moi, je n'ai pas compris. Jusqu'à présent, je ne comprends d'ailleurs pas comment est-ce que un tribunal international peut décider qu'un homme ne doit plus être à la tête de l'exécutif d'une organisation et par alchimie, c'est-à-dire que cet homme est le problème, est le nœud du problème. C'est-à-dire que lorsque vous étudiez le problème de l'Africa-Foot, Monsieur Sédhiou Bobo-Njoya est considéré comme étant le nœud du problème. Mais par alchimie, vous avez l'Africa-Foot qui vous dit que non, d'accord, nous prenons acte que l'élection de Monsieur Sédhiou Bobo-Njoya est annulée. Mais puisque c'est nous qui décidons de qui peut provisoirement diriger cette affaire, nous reprenons le même Sédhiou Bobo-Njoya pour mettre comme président par intérim de cette commission qui va gérer les affaires courantes. Est-ce que vous, lorsque d'une manière logique, vous repensez ça, ailleurs, dans des pays, je n'ai pas voulu dire des pays un peu plus sérieux, dans des pays où c'est un peu plus structuré, vous verrez que dès qu'un homme est au cœur d'un scandale, la première des choses, c'est qu'il se retire, il démissionne. Parce que lorsque vous ne faites pas l'unanimité, vous démissionnez, quel que soit le rayon de votre réseautage, quel que soit le pouvoir, même si vous avez des amis anciens joueurs internationaux très célèbres qui peuvent facilement chuchoter à l'oreille du président de la FIFA, soyez quand même humble. Retirez-vous, mettez quelqu'un d'autre et revenez ensuite à l'élection. C'est le minimum. Vraiment, même ceux qui soutiennent ce monsieur, je ne vais pas encourager également ici l'opposition, parce que il faut noter également que cette opposition n'est pas très sérieuse. Parce que c'est vrai qu'avec l'affaire du général Semengue, parce que le général Semengue aujourd'hui est un peu avec monsieur Abdourahmane dans leur combat contre l'Africa-Foot. C'est vrai que lorsque j'avais observé la scène, je trouvais un peu que pour le problème de la ligue professionnelle, le général avait un peu raison. Mais la vérité, c'est que vous allez remarquer que l'opposition s'agrippe un peu trop sur les affaires financières. On n'a pas l'impression que l'objectif de cette opposition-là, c'est la réforme du football. On a l'impression qu'ils veulent absolument mettre au pouvoir des individus qui serviront leur cause et qui leur permettront eux également d'avoir la main mise sur les mannes financières. Et c'est ça que moi je vais critiquer ici. Parce que tous ces gens-là, à un moment donné, ne travaillent pas pour les Camerounais, ne travaillent pas pour le football camerounais. Pendant qu'ils se battent, le football meurt. Et c'est ça qu'il faut décrier ici. Il est peut-être temps qu'on fasse encore une fois de plus recours au chef de l'État, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il sera obligé d'être le censeur même des problèmes interquartiers. Parce que on a l'impression que tout autour de lui, il n'y a pas de maturité. Alors, on va encore se référer une fois de plus au chef de l'État pour qu'il puisse regarder de ce côté. Où est passé l'état de droit? Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit et jusqu'ici, le droit a été, il faut le dire, parce que les problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui, les problèmes ont commencé depuis 2009, depuis l'éviction de Iya Mohamed à la tête de l'Africa-Foot. C'est une sorte de torture que nous subissons. Et depuis cette
temps-là, chaque fois que le droit a été torturé, excusez-moi du terme, il y a eu des gens qui ont réclamé, et je crois que jusqu'ici, Abdourahmane a réclamé, depuis bientôt 10 ans, le TAS lui a toujours donné raison. Au jour d'aujourd'hui, je suis également, comme Messanga le dit, je suis surpris que la même FIFA sait que le TAS venait de décider que Mbombo Njoya, Seydou Mbombo Njoya, n'est pas, son élection n'est plus valable. Mais la même FIFA, parce que peut-être que c'est comme c'est elle qui prend les décisions définitives dans son organisation. Ouais. C'est la FIFA qui gère quand même. Voilà, au-delà de tous les pays du monde, la même FIFA a donc décidé que ce soit Mbombo Njoya qui soit également là, n'est-ce pas, qui soit le président de la intérimaire. Oui. Je crois qu'il y a deux options, en fait. Il y a deux options. Il y a deux options. Parce que l'option que nous avons choisie actuellement, qui est en train de fonctionner, donc la FIFA est en train de forcer une grande partie des acteurs du football camerounais à accepter la présence de Seydou Mbombo Njoya, donc le groupe de Albin Bida et consorts, et tous les présidents des clubs amateurs, et tout le reste. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir se ranger, hein, parce que ils pourront toujours faire appel au TAS, et le TAS pourra toujours effectivement leur donner raison tant que certaines dispositions réglementaires auront été violées. Il n'est pas normal que vous décidiez que telle personne n'est pas à la tête, son élection a été mise de côté, et que vous puissiez prendre la même personne pour remettre en selle et croire que ce sera justice. Je crois que ce sera difficile. Ce sera difficile, mais sauf si à ce moment-là, parce que j'ai dit qu'il y avait deux options, sauf si à ce moment-là, le gouvernement appelle tous les protagonistes, y compris les Mbombo Njoya et les Albin Bida, pour trouver une sorte de modus vivendi, pour trouver une sorte de consensus, que bon, bien qu'il y ait eu telle décision, et que la FIFA ait décidé autrement, nous vous appelons, n'est-ce pas, à plus de patriotisme. Nous souhaitons que vous suiviez telle voie, telle voie, telle voie, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, sortir notre football, n'est-ce pas, à des problèmes. Ça, c'est la première option. La deuxième option, qui, ma foi, qui moi m'arrangerait, parce que moi, je suis en tant que Camerounais. Oui, en tant que Camerounais, c'est que on annule complètement la FECAFOOT. On dissout la FECAFOOT. On dissout la FECAFOOT. On remet des hommes. Le compteur à zéro. On remet le compteur à zéro. C'est-à-dire on met une équipe pour l'élection, n'est-ce pas, d'une nouvelle FECAFOOT. Même si c'est les mêmes qui reviendront, mais qu'on dissolve d'abord cette FECAFOOT, on remet une nouvelle équipe qui va faire qui va procéder à l'élection d'une nouvelle direction. Et à ce moment-là, je crois qu'à ce moment-là, le football camerounais va respirer, l'opinion, le peuple va respirer. Et je suis sûr que le peuple est de mon côté. Ce que je dis, je suis sûr que même si on fait le vote, les gens seront avec moi pour que on dissolve complètement la FECAFOOT. On vous a bien. Oui. Mais le problème qui nous inquiète, qui inquiète tous les Camerounais, c'est la CAN de 2022. Parce que si au jour d'aujourd'hui on dissout la FECAFOOT, la FIFA va nous suspendre. Pour combien de temps? C'est ça le problème. Maintenant, oui. Le Nigeria avait joué sa CAN sans fédération. Donc ça paraît parce que c'est un pays qui organise, n'est-ce pas? Voilà. Donc on peut dissoudre également la fédération camerounaise. Donc vous êtes journaliste. Je suis d'accord avec vous. Écoutez, vous êtes journaliste. Moi je ne viens pas ici juste pour discuter. Oui. Comme ça, écoutez-moi bien. Vous êtes journaliste. Nous avons Messanga est là, mon frère est là. Vous êtes journaliste. Mais vous ne pouvez pas monopoliser la parole. Oui, non, attendez, je chute. Oui, allez-y. C'est pour vous mettre au travail, vous, en tant que journaliste. oui, c'est pour vous mettre au travail. Oui. Il faut aider l'opinion publique camerounaise. Vous pouvez le faire comment? Vous pouvez vous concerter en tant que journaliste. Vous faites une sorte de vox populi. Vous allez voir que le peuple camerounais va demander qu'on dissolve simplement la FECAFOOT.
D'accord. Seydou Mboumoundjoya reste le président de la Fédération camerounaise de football jusqu'à la tenue de l'Assemblée élective régulière selon la FIFA. Et la FIFA est-elle tombée dans le piège du tribunal arbitral de sport? C'est la juridiction suprême, c'est la juridiction suprême en matière des affaires de sport dans le monde. Effectivement, le tribunal arbitral du sport est la juridiction suprême. Ça veut dire que lorsqu'elle a donné une sentence, personne n'a le droit de contester. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a de la peine à comprendre l'attitude de la FIFA qui s'entête à mettre... on peut même, des gens peuvent même dire que le texte du TAS n'indique nulle part que Seydou Mboumoundjoya n'a plus le droit d'être là où il est, parce qu'on a simplement annulé son élection. Voici les arguments de la FIFA. Sauf que il y a quand même une conscience. Vous ne pouvez pas vous entêter à maintenir quelque part une personne qui est querellée. Je ne comprends même d'ailleurs pas pourquoi Seydou Mboumoundjoya lui-même ne comprend pas que actuellement, pour que les choses commencent à s'arranger, pour qu'il y ait même une ombre de solution, il faudrait qu'il se retire d'abord. C'est-à-dire la conscience même l'aurait poussé à se retirer et à laisser les autres faire, quitte à ce qu'ils reviennent plus tard. On a l'impression qu'au Cameroun, les gens n'ont pas la culture de la démission. Les gens n'ont pas la culture, cette culture qui consiste à se retirer lorsqu'on fait l'objet d'un véritable scandale. Et je reviens sur les solutions dont parlait Sa Majesté, pour dire qu'effectivement, après 2 comités de normalisation, il faut se rendre compte que les comités de normalisation ne vont jamais résoudre les problèmes de la FECAFOOT. Parce qu'en réalité, le problème de la FECAFOOT n'est pas un problème juridique. Il y a d'autres enjeux derrière ces différentes batailles qu'on peut observer. La solution actuellement, c'est 2 choses. Soit le gouvernement procède d'une main molle, en invitant à la table du débat, pas le gouvernement, le chef de l'État, en invitant à la table du débat les différents protagonistes et en leur intimant l'ordre de trouver une solution rapidement avec des délais qui seront fixés. Si dans 2 mois, il n'y a pas de solution, on va vous dissoudre. C'est quand même une association qu'on peut dissoudre, comme le disait Sa Majesté. Mais on ne peut pas s'asseoir, mais on ne peut pas quand même s'asseoir avec, le chef d'État ne peut pas quand même s'asseoir avec une association. Mais attention, Monsieur Passé, je voulais quand même qu'on avance dans ce sens-là, parce qu'en réalité, c'est une association qu'on peut dissoudre. Bien sûr. Moi, je voulais d'abord que le gouvernement procède d'une main molle, de manière officieuse. On sait qui sont ceux qui posent problème à la FECAFOOT, qu'on les appelle de manière officieuse, pas devant les caméras, et qu'on leur intime l'ordre de ramener l'ordre justement à la FECAFOOT. Si cela n'est pas fait, on dissout la FECAFOOT et on met sur pied, et bien le gouvernement prend en charge l'organisation de la CAN, parce qu'il ne faut pas prendre le prétexte selon lequel si on dissout, on va nous suspendre. Si on nous suspend, c'est l'organisation du football à l'interne qui aura des problèmes, mais on peut recevoir la CAN. Je pense que finalement, c'est par là qu'on va passer, parce que vous avez affaire à des acteurs qui ne sont pas prêts à lâcher prise. La FIFA est-elle à la manœuvre du désordre et de la pagaille observée au sein de la Fédération camerounaise de football? Oui, la FIFA est à la manœuvre. Et il y a des Camerounais également qui sont à la manœuvre, qui sont assez puissants pour être capables de chuchoter à l'oreille de l'exécutif de la FIFA. Moi, je soupçonne d'ailleurs plusieurs internationaux que je ne citerai pas des noms ici. Vous savez, dans notre pays, on pose toujours la question des preuves. Mais bon, lorsqu'on sait quand même d'une manière officieuse qui est capable de chuchoter à l'oreille du président de la FIFA, on sait pourquoi est-ce que ça ne peut pas avancer. Donc il faut, moi ce que je vais dire aux Camerounais, il faut un minimum d'humilité. Même lorsque vous voulez diriger, vous ne pouvez pas diriger nous sommes tous des hommes, en matant les autres. Ce n'est pas possible. Dans chacun de nous, dans chaque être humain, encore plus le sexe masculin, il y a un orgueil qui est là. Donc lorsque vous voulez faire des passages en force, en voulant démontrer votre puissance, votre force de frappe à l'international, au niveau de la FIFA, en voulant démontrer aux uns et aux autres que même si vous allez au tribunal, moi je peux survoler ça, je peux passer au-dessus de tout ça. Sachez que vous n'allez pas
comme vous le chantez à longueur de journée, travailler pour le football. Ceux qui veulent véritablement travailler le football vont faire ce que Jésus-Christ avait fait dans la Bible. Il a lavé les pieds de ses disciples. Ils doivent s'humilier. Ils doivent laver les pieds des présidents de clubs. Ils doivent essayer de mettre tout le monde autour de la table. Le ministre des Sports, je crois, l'avait déjà fait. Donc, c'est la raison pour laquelle moi j'ai interpellé le chef de l'État. Parce qu'il avait essayé à un moment donné d'appeler le président Seydou Bobo Njoya. Je crois que la presse peut mieux étaler ce que je dis ici. C'est la raison pour laquelle nous autres, on appelle encore le chef de l'État. Vous avez posé la question tout à l'heure de savoir est-ce que le chef de l'État va s'asseoir avec une association. Mais monsieur Alfred Bokolo, qu'est-ce que vous voulez que nous puissions répondre à cela lorsqu'on a des gens qui semblent pratiquement immatures, lorsqu'on a des gens qui donnent l'impression qu'ils ne peuvent pas se comporter en homme, qui ne peuvent pas être humbles à un moment donné. On est obligé de faire recours au chef de l'État. Malheureusement, lui également, peut-être que le poids de l'âge est en train de s'installer. Il ne peut pas être partout au même moment. Nous sommes obligés de vivre avec cette tristesse. Les protagonistes s'en foutent-ils du président de la République et du peuple camerounais? Oui, visiblement, ils s'en fichent parce que c'est les gros intérêts, c'est les intérêts financiers qui sont en jeu. Comme les intérêts financiers l'emportent surtout, c'est la raison pour laquelle nous suggérons qu'il faut simplement dissoudre la FECAFOOT. Nous pouvons lancer un mouvement en ce sens-là, vous nous aidez. Nous lançons un mouvement national et demandant, n'est-ce pas, au peuple de se prononcer. C'est-à-dire que ça peut aller, n'est-ce pas, par des signatures, des pétitions, n'est-ce pas, que nous pouvons obtenir, n'est-ce pas, dans nos différents. Et je suis sûr qu'au bout de deux semaines, l'ensemble, n'est-ce pas, du peuple camerounais se sera prononcé qu'il faut dissoudre les bêtises. C'est tout. Voilà, Hassan, les protagonistes ne devraient-ils pas aujourd'hui, n'est-ce pas, traîner la FIFA devant les juridictions afin de rétablir l'ordre et la justice? Justement, votre question va en droite ligne avec une des observations d'Abdourahmane que tout le monde connaît, qui a dit qu'il faut même commencer par normaliser la FIFA elle-même. Parce qu'on a l'impression qu'actuellement, c'est elle qui tient les ficelles et c'est elle qui alimente même les problèmes qu'il y a au sein de la FECAFOOT. Parce que la solution serait simple. Je ne sais pas quel intérêt le président de la FIFA a à se battre pour maintenir Seydou Bobo Njoya à la FECAFOOT en sachant que c'est lui qui est querellé. Pourquoi ne même pas, on aurait même pu compter sur la FIFA si elle avait commencé même par proposer quelqu'un de neutre, je mets bien neutre entre guillemets parce qu'il est difficile de trouver quelqu'un de neutre, mais quelqu'un qui n'appartient pas de manière officielle, de manière explicite à l'un des deux camps. Elle aurait pu proposer cette personne et on aurait par là vu son intention même de résoudre le problème. Mais cette volonté, hier encore, la FIFA a publié un communiqué qui semblait dire, sans trop de détours, qu'elle ne reconnaît pas le comité exécutif provisoire. Vous voyez que on est là en train d'alimenter les tensions, en train de verser de l'huile au feu et cela ne va pas contribuer à arranger les choses. Alors que localement, vous avez des gens qui attendent que le football soit organisé pour qu'ils vivent, pour qu'ils puissent compétir. Et laissez-moi encore vous rappeler que ce sont quand même des batailles juridiques qui coûtent cher à la FECAFOOT. Seydou Bobo Njoya lui-même faisait le bilan. On est à près d'1 milliard de dépenses depuis les batailles juridiques. Même quand ces batailles juridiques ne lui sont jamais profitables parce qu'il a perdu contre le président de la Ligue professionnelle de football, il a encore perdu contre Abdourahmane. Donc moi, personnellement, je lui demanderais de se retirer un peu, d'aller peut-être, il est fils du sultan, d'aller se faire laver un peu au village, et peut-être que, non, c'est sincèrement, parce qu'on ne comprend pas cet entêtement à rester là où vous ne faites que perdre. Je pense que c'est son image qu'il est en train de salir et en même temps, il salit l'image du football camerounais. Pourquoi ne pas ouvrir aujourd'hui un affront de guerre, un front de guerre, je veux dire, un front de guerre contre la FIFA et de la mafia qui veut coloniser le Cameroun et les pays africains? Non, la FIFA est une organisation mondiale qui a beaucoup d'argent. La FIFA, c'est l'organisation
international qui a le plus d'argent. Donc on doit être au pas dès que la FIFA dit quelque chose, Non, malgré la décision du TAS. On doit... Parce que la FIFA a connu même d'abord beaucoup de problèmes. Vous savez que l'arrivée de Infantino n'a pas été facile. Parce qu'avant Infantino, qui aurait dû venir, c'est Platini qui aurait dû venir. Et parce que cette Blatter a eu des problèmes. Les problèmes de cette Blatter ont entraîné Platini. Et finalement Infantino est arrivé, non prévu, mais il est arrivé puisqu'il a quand même été élu. Parce que sur le plan international, les États-Unis ont lancé une fatwa, une guerre contre la mafia internationale qu'il y a dans le football. Alors, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été interpellées, y compris qui ont été inquiétées, y compris Blatter qui n'a pas pu se représenter. Il y a eu c'est pour cela que le président Issa Hayatou a assuré l'intérim à la FIFA pendant quelques mois. C'est ça, pendant 9 mois. Donc ça veut dire que les problèmes de la FIFA, donc les problèmes de la mafia qu'il y a au sein de cette organisation ne sont peut-être pas complètement finis. Bon, comme c'est une organisation internationale, quitte maintenant à ces pays, puisque c'est une association, à ces pays qui sont associés à cette organisation, n'est-ce pas, de faire une mue interne, une mue qui dépend effectivement une mue pour rétablir, pour amener, n'est-ce pas, les valeurs éthiques et morales au sein de cette institution internationale. Donc on ne peut pas facilement ouvrir un front contre un pareil mouvement, parce que c'est ce pareil mouvement qui gouverne tout le sport dans le monde entier, tout le football dans le monde entier. Donc on a plutôt intérêt je pose cette question à faire intelligence commune, voilà. Pourvu que ce soit profitable au football camerounais. Et au football, n'est-ce pas, des pays qui sont associés à cette institution internationale. Moi, je crois que c'est pour cela que nous pensons effectivement que ce qui peut nous aider, c'est la dissolution pure et simple de la FECAFOOT et de remettre sur pied une nouvelle équipe avec de nouveaux objectifs. Et nous savons qu'après quelques temps, je crois que tout va ça va mettre un terme à l'ensemble des problèmes qui ont commencé depuis plus de 10 ans. Dès lors que cette structure n'existe plus, quand il y aura la FECAFOOT 2, la FECAFOOT 2 va venir avec un nouvel esprit et sans problème. Et les gens pourront effectivement jouer au football tranquillement au Cameroun. Il est peut-être temps de réfléchir en ce sens-là, parce que on ne s'en sort pas si on va de normalisation en normalisation, de problème à problème, d'un président qu'on met par force, d'un président que les gens excluent, des clubs qui ne veulent pas, des amateurs qui ne veulent pas d'un président, et on ne peut pas s'en sortir. Est-ce que, Dominique Messanga, est-ce qu'il ne faut pas normaliser la FIFA aujourd'hui, comme l'a souligné le consultant? Moi, ce qui me dérange dans cette procédure, c'est le saut du palier intermédiaire qu'est la CAF. C'est-à-dire que quel est le rôle de la CAF dans tout ça? Je n'arrive pas à comprendre qu'on a une instance au-dessus de la FECAFOOT et le premier soutien de M. Sédhiou vient de la FIFA. Ça signifie que, quelque part, la présidente de M. Sédhiou Bobondjoya est en train de piétiner la CAF. Et est en train de démontrer aux yeux du monde qu'il n'y a personne à la CAF qui peut les intimider, qui peut parler avec autorité. Et pour moi, c'est un peu triste. Parce que là, on est en train, nous-mêmes, de se rabaisser sur le plan international. Parce qu'on ne rabaisse pas seulement le Cameroun, on rabaisse également l'Afrique entière. Parce que les Occidentaux nous regardent. Tout à l'heure, Sa Majesté parlait des Américains qui ont voulu mettre la main sur la mafia du football. Mais ils ne l'ont pas fait à dessein. Ils ne l'ont pas fait à dessein. Ils ne l'ont pas fait, qu'est-ce que je veux dire? Ils ne l'ont pas fait de gaieté de cœur, parce qu'ils aiment trop le football. Non, c'est parce qu'ils se sentent aussi à l'écart. Parce que le football, disons-le, c'est l'affaire des Européens. C'est l'affaire des Européens. Vous verrez difficilement les Américains, en tout cas, United States,
en demi-finale de Coupe du Monde, avec un nombre de places de l'Afrique du Nord. Donc ils revendiquent un certain nombre de choses de ce côté-là. Mais comment est-ce que nous, on revendique lorsqu'on piétine la CAF? Il faut qu'on remette à l'ordre du jour la hiérarchie. Parce que le comportement camerounais qu'on a ici, c'est-à-dire d'un ministre camerounais qui s'en fout du premier ministre parce qu'il sait qu'il est nommé par le président, par décret présidentiel, c'est le même comportement qu'on a dans le football, où on interpelle directement la FIFA au détriment du palier intermédiaire. Et c'est triste, il faut qu'on commence par là. Que faut-il faire aujourd'hui avec toutes ces batailles au sein de la Fédération camerounaise de football? Parce que il faut dire que ça ne se limite pas entre Ibrahim Sédou Mbondjoya et Albert Mbida aujourd'hui. Il y a un camp encore pro, il y a les pros Tombi, les pros, il y a Mohamed qui sont encore au sein de la Fédération camerounaise de football. Véritablement, il faut un toilettage, Hassan. Et il faut même dire que ce sont ces gens qui sont tapis dans l'ombre, ces pros Tombi, ces pros IA. Les pros, on en a Vincent. Effectivement, qui ne se présentent pas aux yeux du monde. Ce sont même eux qui, à mon avis, sont les plus dangereux. Que faut-il faire? Je pense qu'on l'a... Au-delà peut-être de dissoudre la FECAFOOT. Je pense qu'il faut donner la gestion du football camerounais à de vrais patriotes. À ceux qui ont la volonté de voir le football local, parce que moi je parlerai tout du football local. Quand moi je parle du football camerounais, je ne vois pas généralement ces professionnels qui vont gagner des millions, des milliards à l'extérieur. Et parfois ce sont ces professionnels qui viennent rendre impossible le jeu au Cameroun et qui empêchent donc à des talents que nous avons ici d'éclore. Il faut donner la gestion du football à des vrais patriotes, à des gens qui ont l'amour de la jeunesse et qui veulent voir éclore les talents qui sont au Cameroun. Parce qu'il faudrait qu'à un moment quand même, je me rappelle qu'à un moment, le championnat camerounais était un championnat adulé. Lorsqu'on vous disait Canon Sport va jouer contre Racing Club de Bafoussam, mais c'était... Le championnat était couru. En plus, on jouait à Nocturne. Hein. C'est ce que me racontait mon père, qui était, n'est-ce pas, membre du Canon de Yaoundé, qui cotisait pour le Canon. On jouait à Nocturne à l'époque et c'était très bien. Ce n'est plus le cas. Combien de résidents connaissent même le nom du club de la localité? Combien? Parce qu'on a tué le football local. Pour les intérêts personnels. La seule chose qui intéresse les gestionnaires du football local actuellement, ce sont leurs salaires. C'est ce qu'ils peuvent tirer financièrement du football. Ce n'est pas l'évolution du football local. Et donc, ce qu'il faut faire tout simplement, au-delà de ce qui a été dit, c'est de confier le football camerounais à des vrais patriotes, à ceux qui ont l'amour de la jeunesse et qui veulent voir éclore ces jeunesses. Maintenant, je vais terminer en disant une chose. J'entends souvent des gens dire que pour que le football marche, il faut le confier à des footballeurs. Ça peut être vrai, puisque on peut se dire que comme ce sont des gens qui ont joué, qui connaissent le métier, ils ont l'amour du football. Mais faites attention, ce n'est pas parce qu'on est un bon footballeur qu'on est un bon gestionnaire ou qu'on est un bon manager. Vous vous rappelez quand nous étions encore au lycée, on avait tendance de faire des premiers de la classe, des chefs de classe. Mais on s'est rendu compte que c'était des mauvais chefs de classe. Ce n'est pas parce qu'on est le plus intelligent qu'on est capable de gérer les hommes. Et ce n'est donc pas parce qu'on est le meilleur footballeur qu'on est capable de gérer une organisation telle que la FECAFOOT. Et donc, de mon point de vue, il faut faire attention à ce genre de thèses, parce que la plupart du temps, ce sont des thèses qui soutiennent même encore des personnes dont la moralité peut être douteuse, et qui n'ont même pas, et qui ont même prouvé à certains moments qu'ils n'étaient même pas capables de gérer une équipe en tant que capitaine. Mais on peut quand même trouver un joueur qui a joué au football comme président de la FECAFOOT, parce que une dent ne peut pas quand même brûler toute la bouche. Non, disons que c'est le vœu de tous les anciens joueurs. Lorsqu'ils finissent de jouer, en prenant leur retraite, ils peuvent effectivement penser qu'ils peuvent être de bons dirigeants, de bons coachs. C'est tout à fait, c'est dans l'ordre normal des choses. Mais la science, c'est pas la science de la gestion du football, n'est pas une science infuse. Ce n'est même plus non plus une science diffuse. En réalité, n'est-ce pas, il appartient aux valeurs intrinsèques, individuelles de chacun. Tous ceux qui peuvent prétendre gérer le football, n'est-ce pas, d'être à la hauteur de la tâche qui va leur revenir. Donc c'est tout à fait normal que les anciens joueurs cherchent ou prétendent
gérer, mais ce n'est pas sûr, comme il l'a dit, le consultant, ce n'est pas sûr qu'ils seront de bons gestionnaires. Il faut, dans tous les cas, confier le football, n'est-ce pas, à ceux qui peuvent bien gérer le football pour que chacun soit à sa place. La seule chose que je voulais ajouter, puisque nous avons convenu, nous convenons qu'il faut dissoudre la FECAFOOT pour recommencer, n'est-ce pas, sur de nouvelles bases. D'accord. Dominique Messanga, au-delà, voilà les batailles au sein de la Fédération camerounaise de football, les jeunes ne peuvent pas jouer au football. Quel est l'avenir de cette jeunesse, ceux qui ont choisi le football comme métier? L'avenir de cette jeunesse, c'est l'avenir de la jeunesse qui n'aspire pas à jouer au football. C'est-à-dire que c'est l'avenir des jeunes médecins, des jeunes ingénieurs, des jeunes diplômés, c'est-à-dire qu'ils vont migrer. On va se retrouver avec une panoplie de Camerounais jouant pour la France, jouant pour l'Angleterre, l'Allemagne et un certain nombre de pays. Parce qu'ils n'ont pas d'opportunité sur le plan local. Si vous ne pouvez pas payer un joueur à 3 millions de francs, si vous ne pouvez pas faire d'un joueur une célébrité dans son pays, en le médiatisant, en célébrant des prix comme le meilleur joueur. Aujourd'hui, au Cameroun, c'est à peine si on connaît qui a été le meilleur joueur du championnat camerounais. C'est à peine si les Camerounais savent même qui a été le meilleur buteur. Parce que ça n'intéresse personne. Parce que les moyens sur la communication ne sont pas efficaces. C'est très peu sponsorisé. Donc, le sort... C'est le sort qui est déjà réservé à toute la jeunesse camerounaise, c'est qu'on sera obligé d'aller servir ailleurs. Et malheureusement, comme un champion du monde du côté de la France, qui est d'origine camerounaise, on sera toujours là en train de pleurer lorsqu'on verra ces gens soulever la Coupe du Monde au détriment du Cameroun. D'accord. Hassan, je pense qu'on va peut-être chuter par vous. On regarde un peu ce qui se passe dans d'autres pays, la RDC, avec les joueurs tels que Trésor Nfoula, qui a joué au sein d'un club local qui a refusé l'offre de Manchester City à un moment donné parce qu'il était bien rémunéré dans son pays. Est-ce que la FECAFOOT ne pourrait pas travailler dans ce sens-là pour maintenir, n'est-ce pas, les jeunes joueurs dans notre championnat, dans notre pays, comme le mentionnait Dominique Messanga, pour que cela ne puisse pas s'expatrier? C'est effectivement ce qui est souhaité. C'est-à-dire que la FECAFOOT devrait travailler à rendre les clubs véritablement... Je parlais des Trésors Mputu, pas de Nfoula. Vous avez en RDC des clubs comme le tout-puissant Mazembe, oui, bien sûr, qui a même joué à un moment la coupe des clubs, oui. Des clubs. Un club bien structuré. Effectivement, et on a vu le niveau de jeu qui a été livré contre le Milan AC. Ça veut dire, contre l'unité de Milan, plus Samuel Eto'o. À l'époque. Oui, la FECAFOOT devait travailler à rendre le football véritablement professionnel. Parce que quand on parle du football professionnel, il s'agit d'un football qui emploie des jeunes qui sont bien payés, qui n'ont pas besoin de mener d'autres activités pour pouvoir vivre. Or, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Vous n'avez pas véritablement au Cameroun des clubs. En dehors de Coton Sport qui depuis le départ d'hier Mohamed même a de la peine mais qui tient quand même mais qui tient. En dehors de ce club-là, vous n'avez presque pas de club qui est capable de dire aujourd'hui qu'il emploie un joueur à temps plein et qui le paye véritablement et que le salaire que ce joueur obtient lui permet de vivre décemment. Or, à l'époque, c'était bien possible. Et lorsque vous observez l'équipe du Cameroun à l'époque, vous aviez au moins à 70% des joueurs locaux. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a à peine 2-3 joueurs qui ne peuvent même pas être de titulaires. Ça veut dire que le football local va mal. Au lieu que ces gens passent le temps à lutter pour des intérêts personnels, ils devraient d'abord penser à ces jeunes qui ont besoin de jouer et qui ont aussi besoin de vivre tout en jouant. Merci, je parlais de Trésor Mputu, qui était un joueur emblématique de la RDC. On va prendre une transition pour passer à la deuxième thématique de la journée.
Organisation mondiale du commerce, l'Afrique honorée, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a été élue à la tête de l'Organisation mondiale du commerce qui cherchait un directeur général depuis 6 mois. Première femme, première africaine à diriger cette institution. Elle remplace le Brésilien Roberto Azevedo qui avait démissionné en août dernier. C'est une bonne nouvelle pour l'Afrique, hein, Sa Majesté Ndondo. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique d'avoir à ce niveau, au niveau mondial, une femme qui représente, n'est-ce pas, notre continent. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle a d'abord pour rôle aider son continent ou bien elle a pour rôle faire passer les règles mondiales de l'OMC qui fixe les règles mondiales de l'OMC? Je crois que elle est là pour veiller à ce que les règles qui ont déjà été fixées, les règles sur le commerce international, puissent éventuellement, n'est-ce pas, bien se passer. Et qui a fixé les règles sur le commerce international? Ce sont les grandes puissances. On parle de grandes puissances, les États-Unis. La première grande puissance mondiale, les États-Unis, Oui. qui est une puissance économique et financière, qui a réglementé le commerce mondial. C'est pour cela que les États-Unis sont en guerre pratiquement contre la Chine. La Chine qui, dans son élan, n'est-ce pas, dans son élan et dans sa quête permanente de la première place de la puissance économique mondiale, la Chine viole constamment, n'est-ce pas, certaines règles édictées par le puissant qui est devenu le premier américain. partenaire de l'Europe, hein, il faut le mentionner. Par la force des choses, le premier partenaire de l'Europe. Donc vous comprenez que ici, c'est des intérêts qui dépassent largement le niveau de l'Afrique. C'est des intérêts qui dépassent largement le cadre de l'Afrique. Mais il appartient effectivement aux Africains qui sont là de faire peser, de faire respecter ces règles qui sont fixées par des puissances occidentales. On va dire l'organisme est paralysé aujourd'hui et lourdement déconsidéré. Sera-t-elle à la hauteur, Ngozi? Est-ce que Ngozi sera à la hauteur? Vous voulez dire de remettre l'OMC sur les rails, ou à la hauteur de faire que l'OMC travaille pour le bien de l'Afrique? Non, que l'OMC soit à la hauteur, pas l'Afrique. Hein, voilà, puisque vous me posez la question sur l'OMC, permettez-moi quand même de revenir sur ce que les gens disent autour de sa nomination par rapport à l'Afrique. J'aimerais quand même rappeler que Kofi Annan a été secrétaire général de l'ONU. C'était un Ghanéen. On a vu des Africains jubiler lorsque Barack Obama, parce qu'il avait la peau noire, parce qu'il est afro-descendant, lorsqu'il a été élu président des États-Unis. J'ai même vu récemment des Africains se réjouir de ce que la vice-présidente de Joe Biden est des origines peut-être afro ou alors des origines indiennes. On a vu également des gens se réjouir de ce que Fatou Bensouda soit procureur général de la Cour pénale internationale. Pourquoi je prends ces différents exemples? C'est pour vous dire qu'en réalité, lorsqu'on nomme un afro-descendant ou un Africain tout simplement à la tête d'une organisation comme celle-là, il ne faut pas se réjouir pour l'Afrique. Il faut peut-être se réjouir pour la personne. C'est un parcours individuel qui est admirable, mais je ne pense pas qu'à la tête d'une telle organisation, cette personne ait les coudées franches pour faire basculer les choses au profit de l'Afrique. Si les Africains comptent sur de telles nominations pour s'émanciper, je pense qu'il est encore déplorable de se rendre compte que nous sommes à ce niveau-là. Ce que l'Afrique doit faire, c'est de travailler à mettre sur pied ses propres institutions, des institutions de souveraineté. C'est de travailler à construire des États forts qui pourront défendre ses intérêts auprès des autres États. Je pense que Kofi Annan a été secrétaire général de l'ONU et pendant tout son règne, l'Afrique n'a pas pu obtenir une place de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la preuve que ces gens qu'on nomme à la tête des organisations internationales ne travaillent pas toujours pour l'Afrique parce qu'eux-mêmes, ils ont les mains liées. Peu importe leur volonté, peu importe leurs intentions, ils ne sont pas nommés là. Ils ne sont pas nommés là pour cela. Ils y sont nommés simplement pour faire avancer l'organisation. Et parlant donc de cela, est-ce que Ngozi aura la capacité de remettre l'OMC sur les rails? Il faut dire que la feuille de route d'un directeur général
d'une organisation comme l'OMC est connue. C'est à elle justement de montrer qu'elle est capable. Rappelez-vous que sa candidature a été les États-Unis, le gouvernement Trump s'est opposé à sa candidature. Ouais. Effectivement, c'est à elle donc de prouver que ceux qui s'opposaient à sa candidature... Aujourd'hui, elle a le soutien de Biden. Elle a le soutien de Biden. C'est donc à elle de prouver que ceux qui s'opposaient à elle ont eu tort en faisant de l'OMC une grande organisation qu'elle a toujours été. Mais je ne pense pas que ce soit toujours une organisation qui travaille pour faire avancer l'Afrique. C'est mon point de vue. C'est une bonne nouvelle, hein. On l'a mentionné tout à l'heure, Dominique Messanga. Aujourd'hui, elle est docteur. Il faut dire que Ngozi est docteur en économie, avec un parcours impressionnant. Je vais vous poser la même question un peu. Est-ce que ce sera à la hauteur selon vous? Parce que être ministre des Finances 2 fois de suite au Nigeria, qui est un grand pays africain, c'est pas donné à tout le monde. Oui, le Nigeria, c'est la première puissance économique d'Afrique, même si ça ne représente pas grand-chose sur le plan international, mais c'est déjà quelque chose. Moi, je vais enjamber mon frère Fouapon pour dire que j'avais eu, d'une manière concrète, la valeur de ces postes à l'international avec Madame Bensouda, lorsqu'elle a essayé d'entamer des procédures contre les Américains, contre les États-Unis. Elle a été personne non grata aux États-Unis. Or, lorsqu'elle le faisait en Côte d'Ivoire, elle était célébrée par les Occidentaux. Elle était décriée certes en Afrique, mais elle était célébrée par les Occidentaux. Donc ça signifie que si cette Madame Gonzi-là clenche un jour une affaire opposant les Américains à la Libye, par exemple, et décide que vraiment sur ce problème douanier-là ou sur ce problème de commerce entre les Américains et la Libye, la Libye a gain de cause. Vous verrez que elle ne va pas faire une semaine et elle sera personne non grata également. Donc, il ne faut pas trop... c'est un parcours glorieux pour Madame Gonzi, c'est bien. Pour elle, peut-être sa famille, mais sur le plan national, même du Nigeria, elle ne peut pas favoriser le Nigeria. Croyez-moi sur parole, elle ne peut pas le faire. Donc même pire encore sur le plan continental. Mais nous sommes toujours heureux que une femme, en plus, pas seulement un afro, mais en plus une femme se retrouve à la tête d'une institution pareille. Ça, c'est ma première grille de lecture. La deuxième, c'est que pour ceux qui regardent un peu l'aspect métaphysique et spirituel du monde, on regarde toujours le fait que le camp Hillary Clinton, Barack Obama, Joe Biden est quand même un camp qui semble incarner ce qu'on entend par nouvel ordre mondial. Souvenez-vous que M. Donald Trump a été investi par le lobby évangéliste aux États-Unis. Donc ça fait que on peut comprendre, en tout cas, ceux qui partagent ma foi peut-être chrétienne, peuvent comprendre pourquoi est-ce que lorsque vous êtes investi par le lobby évangéliste, vous êtes combattu à tous les niveaux. C'est-à-dire que on vous interdit même les communications sur les réseaux sociaux. Tous les grands médias du monde se mettent ensemble pour déconstruire votre image, pour vous présenter comme l'homme qui est à la mauvaise place. Et du moment où vous arrivez au pouvoir, souvenez-vous que même ceux qui soutiennent l'homosexualité dans notre pays et qui se font généralement avocats des homosexuels sont parfois très amis de ce cercle qui tourne autour de M. Obama, qui tourne autour de Mme Hillary Clinton. Souvenez-vous que lorsque l'une des seules choses que M. Obama propose aux Africains, au Sénégal, au président... bon, bref, son nom m'échappe un peu. Non, c'était pas Macky Sall, c'était... Oui, c'était Macky Sall. C'était Macky Sall qui propose au président Macky Sall, c'est l'homosexualité. Heureusement, Dieu merci, pour moi, nous avons encore quand même des Africains, même s'ils servent l'Europe, qui ne peuvent pas céder sur des éléments primaires de la culture africaine. Donc vous voyez, lorsque un président américain arrive en Afrique, il ne nous propose pas l'industrialisation de nos pays. Il ne nous propose pas la sortie du franc CFA, le soutien de la sortie du franc CFA. Il ne nous propose pas, comme disait M. Fouapon ici, une présence au Conseil de sécurité.
Parce qu'il faut dire que le Conseil une de présence sécurité... régulière, c'est ce qu'il a Une mentionné. présence régulière. Parce qu'aujourd'hui, si on avait été au Conseil de sécurité, M. Kadhafi ne serait peut-être pas parti. Si on avait été au Conseil de sécurité, lorsque l'OTAN a décidé lorsque la France, avec M. Sarkozy, a décidé d'enlever Laurent Gbagbo, peut-être que ça ne se serait pas passé. Donc il nous faut des positions fortes comme celle-là. Que ces gens ne viennent pas exclusivement nous donner des leçons de démocratie, mais s'ils veulent véritablement développer l'Afrique, qu'ils nous donnent les moyens de nous industrialiser, de construire des bateaux, de construire des véhicules, de construire des téléphones, de construire la 5G dans notre pays, mais pas de nous proposer l'homosexualité. Donc, je soupçonne, entre guillemets, Madame Ngozi, d'être dans cette branche-là, qui pourrait aussi être partisane de cette affaire. À 66 ans, l'ancienne ministre des Finances au Nigeria, je l'ai dit, qui va entamer son mandat de 4 ans renouvelable une fois, il faut le mentionner, débutera donc son mandat le 1er mars prochain. Elle aura fort à faire pour remettre cette institution sur les rails. Oui, en fait, le tout n'est pas de venir de soupçonner Madame Ngozi d'homosexualité, monsieur Messaga. C'est pas non, mais c'est ce qu'il a dit. Non, c'est pas, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que, est-ce que ça va l'aider? Je fais simplement le constat. Et un lien. S'il faut un lien, qu'il y a une maman qui est avocate dans ce pays, qui a des amis très haut placés aux États-Unis, qui appartiennent à ce camp-là, notamment monsieur Obama et madame Hillary Clinton. Est-ce que cela veut dire que si monsieur Biden a également pour ami madame Clinton et monsieur Obama et qui a soutenu madame Ngozi, vous comprenez que c'était juste un lien, il n'a pas. D'accord. Vous comprenez que le monde est de plus en plus encerclé par les gens qui supportent ces choses-là. Le monde est de plus en plus encerclé par là, de manière beaucoup plus sérieuse. Je voudrais dire que je me souviens de la déclaration de Jacques Chirac lors du sommet France-Afrique. En 2000 au Cameroun, il le disait il nous avait traumatisé par cette déclaration que l'Afrique représentait à peine 1% du commerce mondial. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire que la situation n'a pas beaucoup évolué. Toujours est-il que je ne suis pas sûr que l'Afrique représente déjà 5% du commerce mondial. Mais on a donné effectivement la charge à un Africain d'être, n'est-ce pas, à la tête de cette organisation où l'Afrique n'est rien du tout. De deux choses l'une, mais je crois que c'est peut-être la deuxième chose que je devrais dire. Peut-être qu'il va appartenir à Madame Ngozi de développer le commerce mondial en faisant, n'est-ce pas, une certaine facilitation aux pays africains. En faisant une certaine facilitation à son pays, au Nigeria, qui est la première puissance économique africaine, à la République sud-africaine, qui est la deuxième puissance sud-africaine, et à l'Égypte, qui est la troisième puissance économique africaine. Africaine. Je crois peut-être que par sa présence... Et au Cameroun, qui est la première puissance économique la sous-région. De la sous-région. Oui. Oui. Il y a peut-être, il y a des chances que ce soit ainsi. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, depuis août 2020, c'est depuis août 2020, il y a les pays africains ont décidé, n'est-ce pas, de la mise sur pied de la zone du libre-échange économique ici en Afrique. Oui. Il y a beaucoup de pays qui avaient signé, et l'un des derniers pays à avoir signé ça, en fait, le quota est déjà arrivé, c'est-à-dire que la majorité des pays africains, ont déjà ratifié, n'est-ce pas, ce traité-là. Pendant la mise sur pied de cette zone de libre-échange économique africain, survient la nomination, le vote, l'élection, n'est-ce pas, de Madame Ngozi. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que ça peut aller? Mais toujours est-il qu'elle a donc la possibilité, avec cette zone Afrique économique, n'est-ce pas, de pouvoir aider les pays africains à mieux exporter leurs produits, à mieux, n'est-ce pas, traiter les différentes barrières économiques
avec les pays occidentaux pour que l'Afrique également, n'est-ce pas, puisse au concert des nations mettre, n'est-ce pas, son expertise également, n'est-ce pas, au niveau international. Je crois que c'est le souhait qu'il faut faire. Je crois peut-être que c'est pour cela que j'ai préféré parler de ça en deuxième position. Je crois peut-être que c'est à ce niveau qu'il faut louer l'arrivée de Madame Ngozi à ce niveau, parce qu'il ne faut pas omettre ça. Coïncidence ou c'est tout simple, même si la coïncidence n'est pas simple, toujours est-il qu'elle a donc l'occasion ou jamais, n'est-ce pas, qu'un Africain, n'est-ce pas, puisse aider les autres pays africains sur le plan du commerce international. Hassan, l'Organisation mondiale du commerce a du mal à se renouveler et à encadrer, n'est-ce pas, l'évolution du commerce mondial. Elle n'est pas parvenue à intégrer l'irruption d'Internet dans l'économie globale, ni à canaliser la montée en puissance de la Chine. Est-ce que ce n'est pas un gâteau empoisonné pour Ngozi? Effectivement, très bonne question. C'est même la lecture que j'ai envie de faire. En réalité, vous savez, dans les grandes organisations, et je le disais déjà la dernière fois quand on parlait de la zone de libre-échange commercial ici, là, africaine, dans les grandes organisations, vous avez toujours des élèves têtus. C'est-à-dire des élèves qui, parce qu'ils sont les plus puissants, refusent de respecter parfois le recadrage que peut faire le président ou que peuvent faire les dirigeants de cette organisation-là. C'est pourquoi vous allez par exemple voir les États-Unis sous Trump retirer son financement d'une organisation internationale sans que rien ne lui soit fait. C'est pourquoi vous allez voir des grands pays refuser de ratifier le traité de la Cour pénale internationale sans qu'on leur fasse rien. La plupart du temps, ce sont les petits élèves qui suivent le pas qui leur est imposé par les organisations. Mais les grands élèves, les pays puissants n'ont que faire des indications ou bien de ce que leur imposent les organisations, parce que la plupart du temps ce sont ces grandes puissances qui mettent même sur pied ces organisations, qui les financent majoritairement et donc qui leur donnent même la conduite à tenir. Dans ce sens, la nomination de Madame Ngozi peut être effectivement un gâteau empoisonné. C'est en réalité un couteau à double tranchant. Parce que d'une part, c'est une promotion sur le plan individuel qui est admirable. Ouais. Parce qu'également, on a l'impression qu'elle a la possibilité de faire de l'Afrique, ou bien de donner à l'Afrique une place importante dans les échanges commerciaux internationaux. Dans un nouveau village qu'on appelle le monde planétaire. Sauf qu'à la fin de son mandat, on va l'évaluer d'abord sur sa capacité à favoriser l'émergence commerciale de l'Afrique. Et vous allez vous rendre compte qu'à la fin de son mandat, rien n'aura véritablement changé. J'ai aimé la lecture de Sa Majesté lorsqu'il parlait de l'impact qu'elle peut avoir sur la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Ouais. Sauf que ce n'est pas le directeur général de l'OMC qui viendra faire que les choses marchent en Afrique. Pour que l'Afrique, pour que la zone de libre-échange commercial marche, il faut avoir une réelle volonté politique de chaque chef des États africains. Sinon, pas une volonté politique, qu'est-ce qu'elle va faire pour que les choses marchent? Deuxièmement, il faut même déjà que l'Afrique ait quelque chose à vendre. Lorsque le président Chirac disait que l'Afrique ne représente qu'1%, qu'est-ce que nous vendons en réalité? Nous vendons les matières premières. Qu'est-ce que nous offrons? Qu'est-ce que nous offrons? Nous sommes encore en réalité des comptoirs, comme des comptoirs coloniaux, où on vient acheter les matières premières, où on vient acheter les ressources minières. Nous représentons les échanges commerciaux en Afrique, sur le plan, en ce qui concerne les produits manufacturés, sont simplement de l'ordre de 6%. Ça veut dire qu'en réalité, c'est même pour cela que la zone de libre-échange continental peut être remise en question. Parce que la Centrafrique va acheter quoi au Cameroun, en réalité? Puisque tout ce que le Cameroun produit, la Centrafrique peut également produire cela. Donc en réalité, quand vous avez des économies qui sont similaires, il est difficile que vous puissiez mettre en place en fait une zone de libre-échange. C'est pourquoi vous allez donc voir que le Cameroun, par exemple, va privilégier ses partenariats avec l'Union européenne. Puisque l'Union européenne demande ce que le Cameroun offre et le Cameroun demande ce que l'Union européenne offre, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il faut interagir avec la Centrafrique ou le Gabon. Nous sommes d'accord. Donc en réalité, c'est un gâteau empoisonné, comme vous dites, parce qu'à la fin de son mandat, vous allez voir que l'Afrique, le rang de l'Afrique dans les échanges, dans les échanges internationaux n'aura pas véritablement évolué. Et on va dire d'elle, justement, qu'elle a été une présidente ou même une directrice générale contre l'Afrique.
peux ajouter quelque chose? Allez-y, rapidement avant de... Oui, La allez-y. petite chose, c'est que à la suite du consultant, il faut considérer que le Cameroun, qui a pour voisin le Nigeria, au jour d'aujourd'hui, le Nigeria passe pour être l'un des premiers pays avec qui le Cameroun traite. Alors, le Cameroun est une puissance déjà dans la sous-région de l'Afrique centrale. Oui. Est-ce que cette position ne peut pas favoriser que tous les pays environnants, n'est-ce pas, au Nigeria, n'est-ce pas, puissent multiplier, n'est-ce pas, le commerce interpays dans cette zone de libre-échange? Est-ce que tous les pays africains ne peuvent pas constituer, ne peuvent pas mettre comme pôle principal, n'est-ce pas, le Nigeria, le Cameroun et l'Égypte et la République sud-africaine comme pays avec lesquels il faut échanger. Et en ce sens, la déclaration de M. Fouapon a son importance, elle est capitale en ce sens que l'impact n'est-ce pas, de Mme Ngozi, comme nous le disions, n'est-ce pas, peut être de favoriser ces échanges interafricains qui vont faire en sorte que les pays africains, que le commerce mondial au niveau africain puisse connaître un certain essor, une certaine promotion et un certain impact, n'est-ce pas, au niveau international. Dominique Msanga, avant la pandémie à coronavirus, le commerce mondial était entré dans la phase de stagnation et même de détruit à partir de 2018, il faut le mentionner. Et Ngozi a-t-elle les moyens de dépoussiérer, n'est-ce pas, aujourd'hui l'image de l'Organisation mondiale du commerce? Le problème de cette structure, c'est un peu le même problème qu'a la CONAC dans notre pays. C'est-à-dire qu'elle peut constater qu'il y a un individu qui est en train de détourner de l'argent quelque part. Elle peut faire un rapport, mais elle n'a pas la capacité de sanctionner ou de traîner le dit individu en justice. C'est le problème de cette structure. Parce que Mme Ngozi, là, elle a quel moyen pour faire plier un pays comme la Chine? Elle a quel moyen pour faire plier toutes les grandes puissances nucléaires, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, même l'Allemagne, même les puissances qui ne sont même pas nucléaires. Mais si elle a le soutien des États-Unis non, si elle a le soutien des États-Unis, il faut savoir que le monde est toujours capitaliste et communiste. C'est-à-dire que ses adversaires peuvent également avoir le soutien de la Chine et de la Russie. Et ça devient une guerre froide. Et au milieu, elle aura déjà pris son camp si elle a déjà le soutien de la Russie. Or, son rôle à elle, c'est d'être indépendante. Et c'est même la problématique de son soutien, du soutien de Joe Biden à cette dame. C'est-à-dire que si elle est arrivée là, si on estime qu'elle est arrivée là, grâce au soutien de Joe Biden, ça signifie qu'il y a déjà un problème d'indépendance. Ça signifie qu'elle a un mentor à qui elle devra régulièrement dire merci. Donc, honnêtement, si on finit d'observer ces différents éléments comme ça, on ne peut qu'être triste. Moi, j'aimerais bien savoir, au niveau du Cameroun, qu'est-ce qu'elle peut bien nous apporter? Qu'est-ce qu'elle peut apporter au président Paul Biya? Qu'est-ce qu'elle peut négocier? Peut-être qu'elle peut aider les présidents africains à avoir plus de contacts dans la maison blanche. Peut-être qu'elle peut aider les présidents africains à s'asseoir sur une même table pour un commerce, pour une libéralisation des frontières en termes de commerce. Peut-être qu'elle peut permettre aux investisseurs américains, chinois, russes de s'installer en Afrique. Voilà à peu près moi, de mon humble avis, l'étendue de son pouvoir. C'est-à-dire qu'elle a un carnet d'adresses qu'elle peut mettre à la disposition. Sachez, monsieur Bokolo, qu'il n'est pas facile pour un président africain de rencontrer un président américain. On a beau dire qu'ils sont homologues, il suffit de voir lorsque il y a, je crois, Donald Trump a rassemblé à peu près 18 présidents. Vous voyez, c'est une chosification même de nos hommes d'État. Donc, vous pouvez comprendre qu'il n'est pas facile pour notre président, pour un président lambda, surtout d'Afrique subsaharienne, de rencontrer. Donc, à partir de cette dame qui, elle, a des entrées,
je présume que son président à elle, président nigérien, pourra aisément rencontrer le président américain, pourra paisiblement dénouer un certain nombre de problèmes que le Nigeria a à l'international. Il faut rappeler ça c'est sur le plan de la diplomatie. Il faut rappeler qu'elle est citoyenne américaine en même temps. Donc, voilà. Mais elle a quand même son cordon ombilical de ce côté. Donc, elle peut aider son pays sur le plan de la diplomatie à acquérir peut-être des financements, peut-être des investisseurs. Voilà l'étendue de son pouvoir. Au-delà de ça, je suis pas très... Est-ce qu'elle a les moyens, je reviens à vous, est-ce qu'elle a les moyens de dépoussiérer l'Organisation mondiale du commerce? Parce que je voulais un peu cette réponse-là. Alors, en réalité, si on voit son CV personnel, elle est économiste, elle était ministre des Finances. Elle a mené des missions à 2 reprises. Elle a mené des missions pour des organisations internationales sérieuses. Donc son CV, à partir de son CV, on peut présumer qu'elle a les moyens techniques pour dépoussiérer l'OMC, bon, qui ne se porte pas quand même tant mal que ça, n'est-ce pas? Mais en réalité, parce qu'elle est la directrice générale d'une organisation qui a été mise sur pied, sans elle et avant elle, n'est-ce pas? Il sera difficile pour elle qu'elle ait les mains véritablement libres. Comme je vous le disais, il y a toujours à l'intérieur de ces organisations des enfants têtus. Ceux qui n'écoutent pas ce que dit le directeur général ou la directrice générale et qui font ce qu'ils veulent. Elle ne peut par exemple pas imposer à la Chine une conduite à tenir. Tout comme elle ne peut pas imposer aux États-Unis une conduite à tenir. Ça veut dire que dans les échanges commerciaux internationaux, il y aura toujours des rivalités entre ces individus qui, à certains moments, parce qu'ils veulent devenir les titans, sont même prêts à violer certaines lois du commerce international. Ils sont d'accord. Et donc, en réalité, il sera difficile pour elle d'avoir les coudées franches pour pouvoir normaliser les choses. Ils sont d'accord. Même si, comme il dit, elle a le soutien des États-Unis. Et j'aimerais encore dire une dernière chose pour chuter. Ces différentes organisations sont arrêtées des organisations du nouvel ordre mondial. Ce sont des organisations qui défendent une idéologie, c'est le capitalisme. Et on ne peut pas vous nommer à la tête d'une telle organisation si vous ne partagez pas cette idéologie. On ne pourra jamais nommer un panafricaniste convaincu, ouvert à la tête d'une telle organisation parce qu'on sait qu'il ne partagera pas l'idéologie de ceux qui ont mis sur pied ce type d'organisation. C'est pourquoi je dis que les Africains ne doivent pas beaucoup compter sur des gens qui sont nommés à la tête de ces organisations. Si les Africains veulent s'émanciper, c'est à eux de mettre sur pied leurs propres organisations. Mais ils doivent d'abord commencer à mettre à la tête de leurs États des chefs d'État véritablement panafricains. D'accord, Sa Majesté. Oui, je voudrais éclairer davantage notre opinion à nous tous et dans l'opinion des téléspectateurs. La démission de l'ancien président de l'OMC, qui est un Brésilien, va dans la même logique que l'arrivée, n'est-ce pas, l'arrivée de Madame Gauzy. Pourquoi? Vous savez ce qu'on appelle le BRICS. Oui, le BRICS. Le BRICS, oui. Donc le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et la République sud-africaine. Ce sont les pays qui se sont constitués dans un bloc pour contrecarrer la puissance économique américaine. Alors, oui, et européenne même, alors, vous comprenez. Donc, ils ont mis, n'est-ce pas, sur pied ce groupe-là pour pouvoir, eux, au niveau qui est le leur, n'est-ce pas, être beaucoup plus puissants sur le plan international, beaucoup plus puissants sur le plan économique et sur le plan financier. Alors, au jour d'aujourd'hui, on voit clairement comment est-ce que la Chine qui a décidé passer, n'est-ce pas, à la vitesse supérieure pour prendre la puissance, la place de la première puissance économique mondiale. La Chine qui a décidé de le faire. Est-ce que c'est pour cela que... En cassant les barrières. En cassant les barrières, en cassant tout ce qui est possible. En cassant tout ce qui est possible. C'est même pour cela que certains esprits, peut-être nous-mêmes nous n'en sommes pas si éloignés, pensent que l'arrivée même, n'est-ce pas, de la pandémie sanitaire fait partie de la guerre que la Chine a lancé peut-être contre, n'est-ce pas, les États-Unis, contre le monde, pour fragiliser davantage, n'est-ce pas, l'économie africaine qui est aujourd'hui impactée par l'arrivée, n'est-ce pas, de cette pandémie sanitaire. Alors, l'arrivée de Madame Gauzy, au-delà, n'est-ce pas,
de remplir les engagements qui sont les siens, à savoir remplir les obligations que les États-Unis, n'est-ce pas, lui donnent et que l'Afrique lui donne. Son arrivée, n'est-ce pas, peut être mal perçue parce que elle vient ici. Est-ce qu'elle ne vient pas essentiellement, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, pour faire simplement ce que les États-Unis vont décider, étant donné qu'elle sera dans la suite, dans la logique, n'est-ce pas, dans la logique de laisser passer la puissance américaine, étant donné que la Chine et le Brésil et l'Inde et la République sud-africaine ne sont pas dans la logique des États-Unis. Par contre, il fallait trouver peut-être un strapontin africain qui vient du Nigeria, qui est la première puissance économique ici au niveau de l'Afrique, pour que le BRICS, n'est-ce pas, soit mis beaucoup plus en difficulté par l'arrivée de Madame Ngozi, parce que c'est de ça qu'il est question. C'est sûr que c'est ce que les États-Unis font, et c'est sûr que c'est pour cela que les États-Unis l'ont peut-être soutenu. Donc vous voyez que son arrivée n'est pas une arrivée anodine. Son arrivée vient parce qu'elle a des missions. Des missions précises. C'est la mission, n'est-ce pas, de faire expander la puissance financière et économique des États-Unis. Bon, alors, quelle sera notre part dans cette affaire? Quelle sera notre part? Quelle sera la part de l'Afrique et la part du Cameroun, n'est-ce pas, dans cette affaire? Est-ce que maintenant, en travaillant en étroite collaboration avec les services financiers, économiques, commerciaux du Nigérian, nous pourrons tirer notre épingle du jeu? Peut-être qu'il sera question beaucoup plus de ça, parce que le nouvel ordre économique est véritablement en place. D'accord. Celle qui ne lâche rien, et il faut dire que c'est l'une des femmes les plus influentes d'Afrique aujourd'hui, cela peut-il jouer en sa faveur, Dominique Messanga? Bien sûr, c'est un grand CV. Peut-être même à partir de là, elle peut même avoir des ambitions présidentialistes au niveau de son pays d'origine. Donc elle ne peut que profiter. Cette position vous offre un carnet d'adresses qui n'a pas de concurrent, qui n'a pas d'égal, parce que vous êtes sollicité par toutes les grosses entreprises, par toutes les grosses boîtes de l'industrie mondiale, parce que à un moment vous serez obligé de clencher. Si il y a violation des eaux marines d'un pays par un autre, par un bateau de pêche, vous savez, c'est des choses qui sont très récurrentes. Actuellement, on parle de l'affaire des vaccins. Il y a le vaccin chinois et le vaccin américain. Le vaccin russe. Il y a une concurrence sur le marché. Certains aujourd'hui demandent qu'on revoie un peu les lois de l'Organisation mondiale du commerce sur les produits sanitaires et biologiques. Parce que les Chinois aujourd'hui sont en train de donner à prix, comment je vais dire, presque gratuitement ces vaccins, pendant que les Américains vendent à prix d'or ces vaccins aux Européens, ces vaccins sur le plan international. Donc on a l'impression que lorsque certains agissent comme ça, c'est une concurrence déloyale, et c'est ça que les Américains reprochent aux Chinois à chaque fois, parce que les Chinois ont compris que plus vous vendez cher, eux ils peuvent casser le prix pour avoir la sympathie des Africains, par exemple, des pays les plus démunis, qui, le moment venu, sur le plan géostratégique et géopolitique, et même sur le plan des soutiens, parce que, souvenez-vous, pendant la guerre froide, on a demandé aux uns et aux autres de choisir un camp. On a eu ceux qui ont choisi le camp capitaliste et communiste. Le Cameroun, je crois, à l'époque, avait décidé d'être parmi ceux-là qui n'étaient pas classés. Mais, lorsque vous voyez l'action de la Chine, la Chine prépare une éventuelle guerre froide qui lui permettra, le moment venu, d'avoir des sympathisants en Afrique. Peut-être aussi des alliés. Des alliés en Afrique et même en Europe. Et c'est ça qui gêne un peu les Américains aujourd'hui. Donc, le premier dossier même, selon moi, de Madame Ngozi, ce sera de régler cette affaire de vaccins. Ce sera de régler l'ouverture du marché, de l'attribution des marchés publics en Chine. Parce que c'est également ça que les Américains contestent avec les Chinois, parce que
ils estiment que les Chinois peuvent facilement gagner des marchés publics aux États-Unis, mais l'inverse n'est pas possible. C'est-à-dire que lorsque vous regardez, l'inverse est possible, mais le pourcentage est très peu élevé. Vous voyez que si les Américains offrent 5 marchés publics à des entreprises chinoises, en Chine, c'est peut-être une seule entreprise américaine qui peut gagner un marché public. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Mais nous sommes là, nous allons observer quelle est la place de l'Afrique dans tout ce jeu, quelle est la place du Cameroun. Moi, je me pose toujours la question. D'accord. 25 ans à la Banque mondiale, c'est un atout, hein, Hassan. J'ai dit que sur le plan personnel, son CV ne souffre d'aucune contestation. Non, c'est une femme qui a les compétences suffisantes pour gérer l'Organisation mondiale du commerce. Personne ne peut dire le contraire. Le seul problème, c'est que ce ne sont pas que des organisations qui font appel à des compétences techniques. Ce sont des organisations idéologiques, des organisations politiques. Et donc, en réalité, pour pouvoir mener à terme les ambitions personnelles, il faut parfois jouer avec les conflits idéologiques, comme M. Messanga vient d'évoquer. Il y a des conflits idéologiques au sein de ces organisations. Je vous rappelle quand même que la Russie, ce n'est qu'en 2012 que la Russie adhère à l'Organisation mondiale du commerce. Donc, jusqu'en 2012, la Russie n'était pas membre de cette organisation parce qu'effectivement, elle ne trouvait pas son intérêt, ou elle trouvait qu'en entrant dans cette organisation, en adhérant à cette organisation, elle pouvait plutôt voir ses intérêts être bafoués. Nous sommes d'accord. Donc, en fait, ce ne sont pas les compétences techniques qui sont discutées. Mais ce qui est discuté, c'est sa capacité à manager, c'est sa capacité à gérer les conflits internes avec des grandes puissances qui veulent chacune se positionner comme leader au sein d'une organisation qui veut fixer des règles. Voici le véritable problème. Et en réalité, moi, au-delà d'être, au risque d'être taxé de pessimiste, je ne crois pas véritablement qu'elle puisse mener à bien ce que les gens sentent ont tendance de lui donner comme projet, c'est-à-dire dépoussiérer l'OMC, faire que cette organisation soit humanisée, rendre véritablement humaine ou bien humain les échanges commerciaux entre les différents pays. Il y aura toujours, à la fin du mandat de cette dame, vous allez voir qu'il y aura toujours de grosses puissances qui, dans les échanges commerciaux, avalent les petites puissances, imposent leurs règles du jeu aux petites puissances. D'accord. En plus de représenter un continent qui est quasiment toujours exclu de la direction des grandes organisations internationales, Ngozi est connu pour son travail efficace contre la corruption. Ça sera donc un souffle nouveau pour l'Organisation mondiale du commerce? Oui, un souffle nouveau peut-être. Dans tous les cas, elle est en mission. Et ceux qui l'ont mis en mission, c'est connu, c'est ceux qui fixent les règles du commerce international. Donc, ce sont ceux qui fixent les règles du commerce international qui l'ont mis en mission. Et elle ne peut que remplir les obligations, n'est-ce pas, qui sont dues à sa mission. Donc l'espoir que nous avons, que chaque Africain peut avoir, c'est de faire en sorte qu'elle puisse promouvoir le commerce intra-africain. Le commerce intra-africain au niveau de la zone de libre-échange africain, c'est ça qui peut aider les Africains. Les autres intérêts de la lutte, de la bagarre, n'est-ce pas, pour le contrôle du commerce mondial entre les États-Unis d'un côté et la Chine, la Russie, l'Inde de l'autre côté, et c'est au-dessus de nous. C'est au-dessus de nous, bien que ce soit au-dessus de nous. Nous ne pouvons que nous contenter de notre petite part, pourvu qu'elle nous donne effectivement notre part. Et que pouvons-nous dire? Dominique Messanga. Oui, moi je souhaiterais bon vent à cette dame pour sa carrière, parce que je crois que c'est tout ce qu'on gagne finalement. Bon, maintenant, si elle peut profiter pour ouvrir quelques portes à certaines entreprises africaines sur le plan... Surtout les entreprises camerounaises. Hein, voilà, parce surtout les entreprises camerounaises, mais il faut déjà que les entreprises camerounaises également fassent leur preuve au Cameroun. Mais c'est ce que vous posez la question de savoir qu'est-ce que le Cameroun va gagner. Donc je suis... Oui, au niveau des entreprises camerounaises, je doute peut-être un peu, mais je crois qu'au niveau de la diplomatie, pour permettre au chef de l'État d'amener
des investisseurs américains, des investisseurs russes, chinois, je crois qu'elle peut également jouer un rôle. L'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis ou l'ambassadeur du Cameroun du côté de Genève peuvent travailler énormément avec cette dame pour voir comment profiter de son carnet d'adresses pour développer un peu plus le Cameroun et l'Afrique d'une manière générale. Je voulais qu'on sorte un peu, parce que si nous sommes le 21 février aujourd'hui, cela fait 7 ans que Ateba Yene nous a quittés. Je voulais quand même, c'était un de vos camarades. C'était un de mes amis. Ouais. Ateba Yene, c'était un de mes amis, donc vous faites bien de le rappeler. De temps en temps, je pense à lui. Je crois que peut-être qu'il va falloir que je fasse un signe à sa famille qui est encore du côté d'Omfou. Donc, c'est toujours avec un très grand respect et une certaine circonspection que je pense à Ateba Yene, qui est décédé dans des circonstances assez troublantes, assez troubles, parce que quelque temps avant, je lui avais dit que bon, tu sais, l'art est aisé, la critique également. Aisé, l'art est difficile, la critique est aisée. Et je lui disais que bon, dans l'élan et la logique qu'il s'était donné de beaucoup parler, effectivement, je lui avais conseillé la modération parce que nous sommes entre amis et que bon, chacun a son caractère. Il a, avec Messanga Nyamdine, donc l'autre Messanga, ils ont leur façon de faire. Bon, je ne peux pas dire que c'est sa non-modération qui l'a emporté, non. Je dis que certainement la maladie a eu raison de lui. Mais nous avons perdu une bonne étoile, une grande étoile, quelqu'un qui disait les choses telles qu'il les pensait et qui pouvait beaucoup aider, n'est-ce pas, l'opinion publique, qui pouvait beaucoup aider, n'est-ce pas, la jeunesse. C'est dommage. Nous ne pouvons que aujourd'hui, peut-être à notre façon, continuer sa mission qui est de dire la vérité, qui est d'éclairer l'opinion publique. Lorsque je viens ici, effectivement, je prends sur moi beaucoup plus d'éclairer l'opinion parce que c'est de ça qu'on a besoin, beaucoup plus d'éclairer l'opinion publique nationale. Donc je ne viens pas seulement pour la protection du RDPC, je le fais, mais j'éclaire d'abord, n'est-ce pas, l'opinion publique nationale et internationale sur les différents sujets que je connais. D'accord. Quel souvenir gardez-vous de l'homme Ateba Yene qui parcourait aussi les plateaux de télévision pour édifier la lanterne, pour parler des problèmes qui touchaient les Camerounais au profond d'eux-mêmes? Ateba Yene était d'abord un universitaire de renom qui publiait, qui avait l'esprit fécond. On l'a connu à travers des livres intéressants, Le paradoxe du pays organisateur, le Cameroun sous l'emprise des loges, ainsi de suite. C'était une personnalité politique un peu paradoxale parce qu'à l'intérieur d'un système qui le condamnait lui-même, à l'intérieur du RDPC, il était un caillou dans la chaussure du RDPC. Mais Ateba Yene, c'était surtout... il faisait partie de ceux qu'on peut appeler les éveilleurs de conscience. C'est-à-dire ceux qui n'ont de cesse d'attirer l'attention sur ce qui ne va pas, mais qui également propose des solutions et montre le chemin à suivre. Et je pense qu'à mon avis, il est parti très tôt, parce que chaque fois qu'il y a des sujets brûlants, je me demande qu'est-ce qu'Ateba Yene aurait dit. Qu'est-ce qu'il aurait dit, parce qu'on aurait besoin ici de son point de vue. Mais ce qu'on peut regretter tout simplement, il est cette partie très tôt, mais ce qu'on peut regretter, c'est que parfois le Cameroun ait de la peine à prendre en considération les points de vue des individus pareils, surtout que c'était quelqu'un qui faisait partie du RDPC. Et pour moi, je pense qu'on aurait beaucoup gagné à l'écouter et surtout à suivre ce qu'il disait, parce que quand vous le réécoutez, quand vous le relisez, vous vous rendez compte qu'il n'avait qu'un seul souci, c'était l'amélioration des conditions de vie des populations, c'était l'émergence du Cameroun. Dominique Messanga. Oui, Charles Ateba Yene, c'est un monsieur que je n'ai pas connu personnellement. Je l'ai connu à travers les médias comme tous les Camerounais. Je me souviens des termes comme le magico-anal. Vous savez, c'était des termes qui étaient un peu très forts à l'époque, que nous autres, on découvrait. C'est lui d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle quand
je parle de notre maman Il au avait un Cameroun, thème linguistique qui est un peu l'avocate de ceux-là qui ont décidé d'être homosexuels. C'est un peu lui qui attire mon attention sur cette affaire au Cameroun. C'est un peu lui qui me démontre que au-delà de ce que je peux voir sur le plan physique, il y a d'autres choses qui se manipulent. Moi, l'impact qu'il a eu dans ma vie, c'est qu'il m'a poussé à lire. Honnêtement, j'avais pas l'habitude de lire. Il a attiré ma curiosité sur un certain nombre de livres. Il a attiré ma curiosité sur un certain nombre d'histoires, même sur le président de la République, même sur les livres comme le livre de M. Titus Sedjoa. Il a attiré, parce que chaque fois qu'il citait un livre en Mondiovision, j'avais l'envie de lire. J'avais l'envie de le découvrir. Et je regrette un peu qu'il soit parti très tôt. Et il faut également noter que sur le plan officieux, il est dit qu'il a beaucoup œuvré même d'ailleurs pour la venue d'un parti politique de l'opposition qui aujourd'hui est au devant de la scène, parce qu'il avait toujours cet amour-là de la patrie, mais il estimait qu'on pouvait construire le Cameroun ensemble, même en étant dans le RDPC. Malheureusement, il a fait le mauvais choix d'être progressiste dans le RDPC. Peut-être que cela a coûté ce que